Alors Mathieu, dans la première partie, on va réfléchir au monde d'après, de quoi on ne veut plus jamais. Ça fait l'objet d'une pétition de nombreuses ONG et syndicats. On en parle avec eux. On partira ensuite en Grande-Bretagne où le Premier ministre Boris Johnson est en soins intensifs. Il est temporairement remplacé. Tout ça en pleine exécution du Brexit. On ira ensuite en Allemagne où la stratégie de dépistage massif s'intensifie. La minute détente nous sera offerte par Tété qui nous joue un de ses classiques à la faveur de l'automne. Puis on retrouvera bien sûr Usul et Cotentin dans les confinautes. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 16, go! Alors certes, le déconfinement semble encore loin aujourd'hui. Certes, tous les indicateurs économiques sont au rouge, mais il est tout de même permis de penser qu'il y aura un après-Covid, enfin j'espère. Et cet après-Covid, à quoi va-t-il ressembler? Pas au monde d'avant, en tout cas c'est ce que demandent de nombreux ONG et syndicats. Ils sont, je crois, 18 à lancer aujourd'hui une pétition pour, je cite, un futur en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. Pour parler de ce désordre néolibéral, j'accueille 3 des signataires. Aurélie Trouvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Attaque. Pauline Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Action non violente COP21. Éric Benel, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale solidaire. À vos côtés, je cite entre autres les Amis de la Terre, Greenpeace, Oxfam, le DAL, le syndicat de la magistrature, la CGT et j'en passe. Votre tribune, on va le voir, s'intitule Plus jamais ça. Alors, on va développer, mais chacun en une phrase. Plus jamais quoi? Une phrase. Éric, vous commencez. Oh la vache. Oui, c'est pas très sympa. Bon, plus jamais ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, parce que c'est la conséquence de tout ce qu'on dénonce depuis des années. Donc, il faut changer radicalement de société. Pauline? Plus jamais le fait que les populations les plus précaires qui subissent en premier les impacts d'une crise sanitaire ou d'une crise de quelconque crise. Aurélie? Plus jamais de casse des services publics, en particulier des hôpitaux, de dépendance extrême aux chaînes mondiales de production et plus jamais de non-réponse et même d'aggravation de la crise sociale et écologique. Merci d'avoir joué le jeu d'une phrase. Alors figurez-vous que ça tombe bien, votre pétition, ça tombe bien parce que vous avez un allié de poids dans cette démarche, c'est lui. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Il pense tout comme vous, le président de la République. C'est formidable, ça. Vous lui avez proposé de signer la pétition? Non mais bon, je vais peut-être commencer les camarades suivants. Voilà, c'est les grands discours d'ailleurs qu'on nous a servi en 2008 aussi, comme quoi il y allait y avoir une énorme tout à coup prise de conscience. Bon, c'est un gouvernement qui a multiplié des politiques ultralibérales dont on paye le prix fort aujourd'hui en milliers de vies en fait. Voilà, notamment on l'a dit, la casse des hôpitaux et bien d'autres désastres liés à ces politiques ultralibérales. Et en fait, les décisions prises depuis ce discours-là montrent bien qu'en fait
Ce qu'ils sont en train de faire, c'est au contraire d'approfondir le système actuel. On le voit bien avec la levée du code du travail dans la loi d'urgence. On le voit bien, je veux dire, hier, il y a quand même l'agence régionale de santé du Grand Est qui a confirmé la fermeture à terme de plusieurs centaines de lits. Enfin, on en est là quand même. Donc, en fait, on a un gouvernement, au contraire, qui s'enfonce dans l'ultralibéralisme et qui va même, je le crains, profiter de cette crise pour une stratégie du choc ultralibéral sur fond de grands discours, quoi. C'est bien pour ça qu'on a lancé cette pétition. Il faut absolument que les mouvements sociaux écologistes réagissent. Et c'est clair que il faut démonter ce discours qui n'est qu'un discours et qui n'est pas suivi d'effets, absolument pas. C'est le grand enfumage. Voilà. C'est le grand enfumage, vous aussi. Allez-y, Eric. Oui, je crois que depuis le début, Emmanuel Macron a toujours été un mauvais acteur, hein, que ce soit au lycée ou maintenant en tant que président de la République. Il est absolument pas crédible quand il essaye d'endosser le rôle que nous on porte depuis des années et dans les revendications qu'on construit depuis des années. Alors on est d'accord avec ce qu'il dit, il faut vraiment une rupture, mais c'est pas lui qui peut porter cette rupture. Il est absolument pas crédible. D'ailleurs, comme le disait Aurélie, tous les gestes qui ont été faits depuis le début de cette crise montrent qu'il est toujours dans la continuité. Il ne s'agit pas de sauver les gens, il s'agit de sauver l'économie. L'économie reste prioritaire. Quand on met dans notre pétition aujourd'hui qu'il faut arrêter tout de suite toutes les activités qui sont non essentielles, c'est parce que on met en danger des tas de gens. Et comme le disait Pauline, c'est toujours les plus précaires qui sont mis à l'avant. Les caissières, les caissiers, ceux qui font le nettoyage, ceux qui ramassent les ordures, etc. Tous ces salariés, toute cette classe populaire, elle est mise en avant et c'est elle qui est sur toute la planète en première ligne dans cette affaire-là et c'est elle qui va subir les plus gros dégâts. Alors, non, il n'est pas crédible. Vous dites qu'il n'est pas crédible. Oui, allez-y, Pauline. Et c'est une voix aussi très unifiée qui dénonce depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir qu'il ne fait pas ce qu'il dit. Le 13 mars dernier, on a dénoncé le vrai bilan d'Emmanuel Macron avec les décrocheurs de portraits, des scientifiques, des personnalités de la société civile, des représentants du personnel hospitalier et d'ONG environnementales qui montrent qu'il ne respecte pas ce qu'il dit. Et donc là, on est en droit légitimement de douter qu'il va faire exactement ce qu'il annonce aux Français et aux Françaises. Or, effectivement, comme le disait Eric, si on prend le cas d'Amazon, on voit bien que le gouvernement, là, laisse la possibilité à une multinationale qui, de par ses activités, aggrave la crise écologique et la crise sociale, met en danger, là, aujourd'hui, des salariés pour livrer des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité et fait une concurrence déloyale aux commerces qui n'ont pas le droit d'ouvrir en ce moment même. Et donc, on voit là, rien que par le traitement actuel, qu'il est déjà en contradiction avec ce qu'il annonce à tout le monde. Alors, par exemple, sur Amazon, vous demanderiez quoi concrètement ? Pour Amazon, on demande que les entreprises, enfin que les entrepôts en ce moment ferment ou alors aient des règles très strictes pour ne livrer que les produits. Et en fait, les produits de première nécessité sont à peu près 5% des produits d'Amazon. Et on trouve ces produits-là dans des autres filières. Et il y a une explosion des filières alternatives d'approvisionnement des produits de première nécessité. Parce que c'est aussi l'occasion de se demander de quoi on a besoin pour revivre tous les jours. Et il y a plein de filières qui étaient très peu exploitées, comme les AMAP ou les commerces de proximité, qui développent tout un réseau à vitesse grand V pour approvisionner les gens, pour faire des réseaux solidaires de personnes qui ne savent pas comment s'approvisionner. Et ça permettrait que les salariés aient un droit de retrait, parce que pour l'instant, il leur est refusé sous menace d'être renvoyés. Donc, le gouvernement doit faire pression pour faire fermer les entrepôts à Amazon pendant la crise sanitaire. Alors, je comprends à vos trois réponses, et vous l'avez même formulé, vous, comme ça, très, très concrètement, Eric, que Emmanuel Macron, en disant ça, il n'est pas crédible. OK, il n'est pas crédible, mais il fait partie de ceux qui vont décider. Et sur les retraites, on a vu que le mouvement social, malgré sa longueur dans le temps et son caractère massif à certains moments, n'a pas vraiment fait fléchir le gouvernement. Donc concrètement, comment vous créez le rapport de force cette fois ?
Il va y avoir plusieurs choses. D'abord, je pense que même si là, on est dans une période tout à fait particulière avec cette pandémie mondiale, on était avant cette pandémie dans une période aussi tout à fait particulière avec un nombre important de révoltes populaires qui traversaient l'ensemble du globe. Et ces révoltes populaires, elles ne sont pas éteintes. Et je pense que ce qui se passait en France avec la question des retraites, qui faisait suite à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui fait suite aussi à ce qui s'est passé avec le mouvement de loi travail, c'est que il y a un refus de plus en plus puissant de la précarité et des inégalités. Et il est évident que la manière dont le gouvernement français et d'autres gouvernements semblent vouloir apporter des réponses à cette crise, à la fois crise sanitaire et la crise économique qui est en même temps en cours, qui vont être des réponses de nouveau inégalitaires, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, on l'entend déjà dans les réseaux, on l'entend déjà lorsqu'on discute avec ses voisins le soir à 20h. Il y a déjà une révolte qui commence déjà à gronder. L'unité que le gouvernement a appelée de ses voeux, elle se fait, mais contre lui. Et je pense que dans les jours qui vont suivre, et c'est pour ça aussi qu'on lance cette pétition, qu'on commence à labourer le terrain sur des propositions et sur des revendications pour le tout de suite après, mais tout de suite, il y a déjà un mouvement social qui est en train de commencer à renaître et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir à nouveau reprendre la rue. Aurélie, je vous vois acquiescer. Une réaction? Pour poursuivre ce que dit Eric, je pense que dans la période à venir, les mouvements sociaux, écologiques vont jouer un rôle essentiel. Et bon, nous, on a décidé en tout cas, les organisations là qui lançons la pétition, les organisations syndicales associatives, qui sont par ailleurs très différentes dans les cultures, dans les approches, dire CGT, Solidaire, FSU, Oxfam, Amis de la Terre, Greenpeace, Confédération Paysanne ou Attaque, voilà, c'est inédit comme cercle, et bien d'autres, on est une grosse quinzaine. Ouais. C'est inédit et on prend nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on pense aussi que pour peser, il faut des alliances inédites entre ce type d'organisation, mais aussi, je dirais, avec les réseaux de solidarité qui sont en train de se créer. Bon, je pense par exemple à un réseau comme Covid Entraide, mais il y en a d'autres, des réseaux de solidarité localement fondés sur des mouvements citoyens qui sont très forts, mais qui sont aussi fondés sur une grande colère vis-à-vis du gouvernement et qui ont des revendications politiques. C'est pas que de la solidarité. C'est de la solidarité qui s'appuie aussi sur des demandes fortes. Voilà. Et du coup, je pense ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est mis d'accord sur la base de nos valeurs communes sur des revendications politiques fortes, immédiates. Les deux très immédiates qu'on demande, c'est l'arrêt des activités non essentielles. Ça rejoint ce qui est dit sur Amazon. Ouais. Comme en Italie, par exemple, il y a une liste aujourd'hui des activités essentielles. On met en danger des salariés. Le gouvernement, du coup, nourrit aussi la propagation du virus. Donc, on demande que ça, vraiment, se soit mis en œuvre. Et deuxièmement, la réquisition des établissements médicaux privés. C'est fait en Espagne. Je veux dire, on est en France, on est face à un gouvernement qui est complètement enfermé dans une logique ultra-libérale, incapable d'en sortir. Et aujourd'hui, même, on a fait une lettre à Pénicaud, d'ailleurs, pour dire que ce comportement était criminel aujourd'hui. On est de l'ordre du comportement criminel. Elle vous a répondu? Eric? Non, elle nous a pas répondu, malheureusement. Et d'ailleurs, on attend toujours, ça fait déjà plusieurs jours, le décret qui devait paraître sur les activités essentielles. Le gouvernement devait faire paraître un décret. Il est toujours pas paru. Il va paraître quand la pandémie sera terminée? Écoutez, la question est posée. S'ils nous entendent, j'en doute, mais s'ils nous entendent, qu'ils n'hésitent pas à nous répondre. Aurélie, poursuivez. Ensuite, sur les revendications, je disais revendications de court terme, notamment la levée, la suspension aussi des dividendes de toutes les grandes entreprises. Ça va bien plus loin que ce qu'a décidé le gouvernement. Si je puis me permettre, justement sur ce point précis de la suspension immédiate des versements de dividendes, Bruno Le Maire s'est exprimé là-dessus et il a dit, il a invité les entreprises à ne pas verser de dividendes, mais il n'y a pas eu de contrainte exprimée de la part du ministère. Donc, qu'est-ce que vous faites là pour que ça aboutisse? C'est quoi le but? C'est tellement de signatures qui y viennent. C'est vous allez faire le siège de Bercy. Bon, on est confiné, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire tout ce qu'on peut. Donc on a fait une tribune, on a fait une pétition, mais on a aussi plein d'autres initiatives à venir. Voilà, on se retrouve régulièrement pour en discuter, pour lancer ça. Et voilà, et essayer de peser le plus possible dans le rapport de force. Mais évidemment, il n'y a pas que nous, et heureusement, quoi. Donc chacun fait aussi avec comme il peut dans ce contexte-là. On est aussi en train de repenser aussi nos manières de nous mobiliser dans cette période de confinement, et c'est pas facile.
Oui, voilà. parce que parfois, certaines organisations, leur mode de mobilisation repose sur je dirais des happenings, sur des choses visuelles, de la manifestation physique, avec des images qui sont percutantes. Ça, vous en êtes privé d'une certaine manière. Il y a une forme d'aubaine, non voulue bien sûr pour le gouvernement, à ne plus vous avoir dans les pattes. Mais vous n'avez pas décidé de laisser tomber. Donc, comment vous vous réinventez ? Là, je vous le dis, en plus, il y a ce travail à la fois pour penser des mobilisations différentes. Voilà, on va en inventer d'autres au fur et à mesure. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avancer ensemble, quoi. Et là, on le voit avec la pétition, la tribune, etc. Et notamment, quand vous parlez du jour d'après, nous, on veut pas le jour d'après la continuation, l'aggravation du système actuel, mais une vraie rupture sociale, écologique, démocratique, féministe, etc. C'est pas un capitalisme plus vertueux comme le gouvernement que vous voulez. Et notamment, ce qui, à mon avis, est important, c'est la réunion, notamment de forces syndicales et environnementales, sur la question de la transition écologique et sociale. Montrer qu'en fait, on peut aujourd'hui réunir les préoccupations de fin du monde et fin du mois autour de valeurs fortes, de gauche, écologistes, etc. Bon, et on a dans notre pétition, donc notamment tout un tas trois grandes mesures de développement de services publics, d'une fiscalité beaucoup plus progressive, juste, etc. Et surtout une relocalisation, mais pas n'importe laquelle, qui soit solidaire, écologique et sociale, parce que tout le monde va y aller de son grand couplet sur la relocalisation, mais pour nous, c'est une relocalisation particulière qui fait face à l'urgence sociale et écologique. On va revenir sur la relocalisation, mais je voyais Pauline faire signe depuis son canapé, je crois. C'est ça. Oui, on réinvente. Forcément, on réfléchit aux manières de se mobiliser en ce moment. Là, on fait tous un peu. Je sais que Attaque fait un live ce soir. Nous, on a lancé aussi un programme en ligne qui s'appelle Bouffée d'air avec Alternativa à NBCOP 21 pour proposer des formations aux militants, aux militantes dans divers domaines pour justement renforcer les groupes, renforcer les compétences des gens qui sont sur le terrain, qui vont être les petites mains aussi de cette qui vont agir dans la relocalisation. Et on a aussi une grande place pour les débats parce que c'est aujourd'hui, alors qu'il y a une brèche qui s'est ouverte, qu'on doit montrer qu'est-ce qui existe déjà sur les territoires. Parce que des alternatives au mode de vie normal d'avant la crise, il y en a plein et on peut déjà vivre autrement. Et ça, on le montre sur les territoires. Et c'est ça qui peut proposer une vision de comment est-ce qu'on pourrait réellement changer la société pour avoir un mode de vie qui soit moins émetteur de gaz à effet de serre et qui soit plus juste. Alors, j'entends bien et je voudrais revenir avant qu'on se quitte parce qu'on va devoir bientôt se quitter sur cette formule que vous venez d'avoir, Aurélie, qui est intéressante. Vous dites on peut faire coïncider fin du monde, enfin réflexion autour de la fin du monde et la fin du mois. Sur la relocalisation, par exemple, ça peut vouloir dire, mais vous allez peut-être me contredire et ce serait bien d'ailleurs, mais ça peut vouloir dire hausse des prix pour beaucoup de produits. Comment on fait pour que ça ne veuille pas dire hausse des prix pour beaucoup de produits, la relocalisation ? Alors ça, c'est toute l'ancienne néolibérale. Du coup, vous allez bien lui répondre à cette ancienne-là. Parce qu'elle est fausse. Parce qu'elle est fausse. Oui, elle domine. Donc vous avez un argumentaire. Et par ailleurs, oui, relocaliser, c'est aussi recréer de l'emploi de qualité. C'est aussi des systèmes de production qu'on contrôle beaucoup plus. C'est peut-être aussi, ça se pense, et en tout cas c'est mon point de vue, ça se pense aussi avec une forme de toute façon de décroissance matérielle et énergétique juste, avec un partage des richesses. Évidemment, il y en a qui sont aujourd'hui en précarité énergétique, matérielle, etc. Il s'agit aussi de faire en sorte que ceux-là aient des moyens suffisants et consomment davantage, mais de manière générale, je veux dire, on consomme trop matériellement, énergétiquement au niveau français. Donc c'est aussi penser cette relocalisation avec une forme de sobriété et de décroissance matérielle et énergétique. Et c'est aussi repenser nos modes de production. Et la meilleure façon d'avoir un contrôle sur les modes de production, c'est de relocaliser. Mais bon, j'aurais pas le temps de développer ici, mais de manière solidaire, parce qu'il faut pas non plus que ce soit synonyme de repli sur soi et de montée des nationalismes. Voilà. Alors, merci. Et Eric, oui. rebondir. Oui, je voulais compléter parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'en première ligne, c'est souvent des gens avec des salaires extrêmement faibles. Alors que ceux qui ont des salaires importants, c'est ceux qui sont au télétravail ou qui sont partis dans leur résidence secondaire pendant que beaucoup sont en première ligne et au front.
Donc, il faut aussi que les salaires de celles et ceux qui sont indispensables soient à la hauteur de tout ce qu'ils font et que voilà, on ait aussi une nouvelle échelle des salaires et que tout le monde puisse bénéficier de ces relocalisations, que ça soit pas réservé qu'à quelques-unes et quelques-uns. Le partage bien plus équitable des richesses et l'écologie comme leitmotiv, si je puis dire. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par À l'air libre. Aurélie Trouvé, vous êtes porte-parole d'Attaque. Pauline Boyer, d'Action non violente COP21. Éric Benel, d'Union syndicale solidaire. Votre pétition peut être signée sur les sites des organisations signataires. Il y en a bien d'autres, 18 en tout. Et j'ajoute que Mediapart participe à ce débat sur le monde d'après avec une série d'entretiens que vous pouvez lire sur notre site mediapart.fr, côté abonné, une fois de plus, de Prêcher pour ma chapelle. Merci encore à tous les trois. On part à Londres. Merci.